Bonsoir. Eh bien oui, ce soir, notre émission s'appelle « La fin des paysans, mais point d'interrogation » avec des agriculteurs, un écrivain, John Berger, un journaliste écrivain, Gérard Mordillat. Et nous allons ce soir faire une émission légèrement différente des précédentes, car il suffit d'un perturbateur, vous le savez, pour désorganiser une émission comme celle-ci, et donc il y aura désormais beaucoup moins d'invités sur le plateau, avec un contrôle extrêmement strict, ce qui n'est pas toujours agréable pour les invités, mais pardon, il suffit d'une personne pour que tout ennuyer beaucoup de monde. Je dois dire que ce soir, d'ailleurs, dès le départ, je me sens beaucoup mieux sur ce plateau qu'avec des gens de la terre, qu'avec des gens du show business. Je trouve que l'atmosphère est beaucoup plus détendue avec des agriculteurs qu'avec les gens du show business qui vivent dans un milieu très difficile à supporter, en tout cas pour moi. Et je crois pour certains téléspectateurs de la semaine dernière. Eh bien, je voudrais vous annoncer une expérience pour une de nos prochaines émissions. En effet, nous allons tenter de mettre l'astrologie en question et nous allons préparer une expérience qui consiste à trouver le jumeau astrologique d'une personnalité ou de deux personnalités. Alors, si vous voulez vous prêter à cette expérience, écrivez-nous, envoyez une carte postale avec votre nom, votre adresse et, si possible, au téléphone. Cette demande concerne très précisément les gens qui sont nés soit un 14 avril 1930 à 7 h du matin en Dordogne ou bien dans une région que je montre sur la carte de France, c'est une question de longitude, m'ont dit les astrologues, c'est-à-dire du sud au nord, en partant du Roussillon jusqu'au nord-Pas-de-Calais, donc une frange qui comporte le Roussillon, le Midi-Pyrénées, une partie de l'Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin, le centre, l'Île-de-France, la Haute-Normandie, le nord-Pas-de-Calais, et donc aussi la région parisienne. Le deuxième invité est né un 5 septembre 1945 à 6h15 du matin à Paris. Et ces deux invités sont du sexe masculin. Alors je le répète, envoyez-nous une carte postale le plus rapidement possible, préparez aussi un extrait de naissance pour que nous puissions contrôler, et envoyez-le à TF1, droit de réponse, 17 rue de l'Arrivée, Paris 15e. 14 avril 1930, 7h30, 5 septembre 45, 6h15. J'espère qu'il y aura des candidats pour cette expérience insolite de jumeaux astrologiques. Voilà, et bien maintenant nous en venons à notre actualité d'aujourd'hui. Les paysans, et je voudrais vous montrer quelques images d'un très beau livre qui est apparu il y a quelques mois sur la Bretagne, et ces images ont été mises en page par Daniel Lecomte. Voilà, il s'agit d'un livre qui s'appelle tout simplement La Bretagne, Mémoire de la vie quotidienne de Marie-Josée Drogou et Raymond Imbert aux éditions Temps Actuel. Et il y a encore comme cela, je vous en montre encore une, vous voyez, de paysans au champ. Et il y a des documents qui datent de la fin du 19e siècle et du début du 20e. Et certaines images, d'ailleurs, on pourrait penser qu'elles datent vraiment d'il y a plusieurs siècles. Et non, pas du tout. Certaines datent même de 1910, qui n'est tout de même pas loin du tout. Voilà. Eh bien, Bernard Lambert, vous êtes le seul breton ce soir sur ce plateau. Mais je crois peut-être, écoutez, si on présentait les différentes régions de France représentées aujourd'hui. Donc, Bernard Lambert, vous êtes agriculteur dans quelle région? En Loire-Atlantique. Loire-Atlantique. Vous avez une exploitation de quelle J'ai un élevage de volailles de 1500 mètres carrés. Oui.
Alors, Bernard Lambert, je vous ai présenté en premier parce que c'est un peu à cause de vous que cette émission a lieu, ou grâce à vous, car nous avions fait une émission sur l'élevage industriel où beaucoup d'agriculteurs nous avaient écrit en disant ce sont surtout les Parisiens qui ont parlé et on n'a pas beaucoup donné la parole aux gens de la terre. Et donc, vous aviez droit tous à un droit de réponse ce soir. Et sur le plateau, vous allez le voir, à part 2 invités, tout le monde est agriculteur. Alors après Bernard Lambert, eh bien, je continue. Monsieur, par exemple, Gilbert Péchet, vous êtes, présentez-vous, vous êtes... Oui, bien, je suis paysan dans le bocage journée. J'exploite une exploitation, une association avec mes frères de 50 hectares, ce qui fait pour moi seul, si on fait la division, 20 hectares. Oui, et vous faites de l'élevage Nous faisons de l'élevage de production laitière, de vaches laitières. Bon. Uniquement. C'est vous qui nous donnez du bon beurre normand, quoi. J'espère. Et Blandine Péchet, vous êtes Madame Péchet. Oui, je suis donc la femme de Gilbert. Et vous vous considérez comme une femme au foyer ou comme l'épouse d'un... Pour l'instant, on me considère comme femme d'agriculteur, mais non comme travailleur. Oui, C'est ça que je voudrais dire ce soir aussi. oui. Mais en vous travaillez. je travaille quand même. Enfin, j'ai travaillé pendant plusieurs années sur la ferme, pendant la traite des vaches. Mais alors, à cause de ma santé, j'ai dû arrêter. Ma santé m'interdit vraiment le contact des bovins. Alors, c'est pour ça que maintenant, je m'occupe simplement de la comptabilité. Et c'est gros maintenant. Et c'est gros, oui, ça m'occupe Encore énormément. une chose qui va nous surprendre beaucoup. Gérard Mandilla, oui. La tenue de la maison, La tenue de la maison, bien de- sûr. Les enfants, C'est ça. 3 enfants. Bien. Bien, je continue à la table. Monsieur Côte-Brune, vous vous présentez. Je suis agriculteur dans la Manche, dans la pointe est, le nord-est de la Manche, une région naturelle qui s'appelle le Val de Serre. J'ai une exploitation de 45 hectares. Et sur cette exploitation, elle se répartit en 2 secteurs, 35 hectares consacrés à la production de viande et 10 hectares à la production légumière. Oui. Et Monsieur Borel. Moi, je suis agriculteur à Atis, uniquement vache laitière, du lait. Atis, pour ceux qui ne savent pas où c'est en Normandie aussi. Dans l'Orne, oui, à côté de Flers. Oui. Et votre accent, c'est donc l'accent normand. Oui, en Vous êtes roulant le les seul verres. sur ce plateau à avoir encore l'accent. Hein. Et Monsieur Boisgontier. Oui, Christian Boisgontier, je suis aussi agriculteur dans le bocage ornais, le bocage sud. Nous vivons de la production laitière, nous avons 29 laitières. Et si je peux présenter tout de suite la région, je pourrais dire que nous habitons une région de très petite exploitation. Le canton de Givigny où j'habite compte 550 exploitations d'une moyenne de 22 hectares, avec une moyenne d'âge assez impressionnante puisqu'elle atteint 53 ans, et ce qui augure quand même de gros problèmes pour les années à venir. Alors pour ceux qui sont citadins comme moi, 22 hectares, c'est une petite exploitation. Hein. Je crois qu'au-dessous de 50 hectares, on considère que c'est une petite exploitation. Ah non, non. Non. La moyenne française. Alors tourne Monsieur autour Bernard de- Lambert, oui. La moyenne française tourne autour de 24-25 hectares. Oui. Mais le problème qui vient d'être posé, il y a un problème réel. La moyenne d'âge des agriculteurs dépasse 50 ans. Et dans les 10 ans qui viennent, il y aura combien de postes de travail de perdus en agriculture? Oui, oui, Monsieur Oui, pour vous donner Côte-Brune. une comparaison, dans le département de la Manche, la moyenne pour l'ensemble du département est de 16 hectares seulement, avec pour la région sud du département, c'est-à-dire le Mortanet, une moyenne qui oscille entre 12 et 14 hectares. Et la moyenne d'âge se situe dans ce qui vient d'être dit, 55 ans pour le département de la Manche. Bien. Je continue le tour puisque nous avons commencé comme ça ce soir. Alors Madame Boisgontier, en principe vous accompagnez votre mari ce soir, mais enfin, dites-moi, vous êtes une femme au foyer ou vous travaillez avec lui? Je suis à la fois mère au foyer, agricultrice, c'est suivant les besoins, suivant les saisons, suivant les besoins de la journée. On essaie de concilier un petit peu tout. On s'est réparti un petit peu le travail parce qu'on veut aussi s'occuper des enfants. Alors, moi, je m'occupe plutôt des veaux. Mon mari s'occupe de la traite des vaches parce que c'est quand même des horaires fixes. C'est à l'heure où il faut s'occuper des enfants le matin. C'est à l'heure où il faut s'en occuper le soir aussi quand ils rentrent de l'école. Oui. Alors, on a essayé de concilier un petit peu tout ça. Ça, il fait y a aussi... ça fait combien d'heures de travail par jour ça? Ah, je sais pas. Mettons qu'on commence la journée à 7h30 le matin. Bon, on s'arrête un quart d'heure le matin pour déjeuner, 1 heure le midi à peu près. À 6h, on s'arrête une demi-heure et on finit le soir à 8h. Mhm. Vous vous couchez tôt à la campagne? Ah non, non, parce qu'après, il y a les réunions. Ah bon, des réunions On quoi? lit un peu. Syndicales? Un petit peu de tout. Un hein. petit peu de tout. Ouais. Oh, oui. Et la télévision, Il y a les tout ça. livres? Oh, non, il y a beaucoup de réunions. hein. Ah bon. Bien. Madame Borel,
Vous avez accompagné votre mari, mais vous aurez aussi le droit de parole. Hein. Et vous êtes aussi femme au foyer Enfin, moi, je travaille pratiquement pas à l'exploitation. Oui. J'ai un petit élevage à moi et De quoi? de poulets, De poulet. Ouais. de grains. Ah bon. Vous en avez combien? On a très peu, des petites bandes. Et vos enfants? Ah oui, oui. Combien? 5, 5. oui. Ouais. Ils ont quel âge? De 13 à 18 ans. Ouais. Et ils veulent être agriculteurs? Ben, un seul. Un seul, oui. On n'a pas demandé aux autres. Oui, Gérard Mandilla, oui. Est-ce qu'il pourra l'être? Il va le devenir, vous croyez? Monsieur Borel, oui. Ça nous ferait plaisir qu'il soit. Est-ce qu'on pourra l'aider à l'installer? Ça, c'est un autre problème. À la limite, on ne devrait peut-être pas l'encourager à rester agriculteur. Ah oui. Parce qu'il ne pourrait pas travailler sur la même terre que vous. Non, 30 hectares pour... moi, je ne suis pas à la retraite quand je suis en âge de travailler. 30 hectares, ça sera trop juste pour pouvoir vivre à 2 ménages. Ah. Il n'y a pas de place pour 2. Non. Il y aurait bien la production hors sol qu'on pourrait faire sur nos petites exploitations, mais la production hors sol, on sent que ça nous échappe aussi, parce que les firmes qui mettent en place des poulets, des veaux gras ou des cochons, ils nous obligent à avoir des unités tellement importantes qu'il faut construire, il faut faire des bâtiments, il faut investir. Et à la fin, ça devient un risque, tellement il faut de capitaux pour... Et donc, pour votre fils, il faudrait trouver un autre fermage ailleurs, dans l'idéal. Oui, pas forcément une ferme, mais des hectares. J'envisage de me mettre en GAEC avec lui si toutefois il persiste dans cette idée d'être agriculteur. Ouais. Mais enfin, actuellement, on va lui donner une formation pour être agriculteur, justement. Et les autres, alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? On ne sait pas, il y a peut-être des chômeurs, tout simplement. Bon, ben nous en reparlerons. Monsieur Bonnuy, vous êtes un cas particulier sur ce plateau, je crois. Vous nous aviez écrit pour venir à cette émission. Votre lettre nous a passionnés, car je crois que vous êtes, je crois, moi, mais peut-être elle me contredire, un exemple presque unique. Alors dites-moi qui vous Peut-être pas êtes. unique, parce qu'il y a quand même d'autres personnes qui ont quitté la ville pour être exploitants agricoles. Mais enfin, effectivement, vous voyez, je suis né à 2 pas des Buttes-Chaumont. Et très tôt, à l'âge de 11 ans, j'ai décidé d'embrasser la carrière agricole, évidemment. Alors, il est bien évident que, grosse difficulté pour un citadin, je n'ai pas hérité de terre, disons que je suis né tout nu. Et petit à petit, je me suis habillé. Et depuis une bonne dizaine d'années, j'exploite à Aignel-Duc, en Côte d'Or, entre Châtillon-sur-Seine et Dijon, uniquement en céréales, oléagineux, 160 hectares. Donc vous êtes propriétaire? Absolument pas, absolument pas, absolument pas. Je suis propriétaire d'une très petite quantité, mais il y a depuis à peu près, enfin, il y a 16-18 ans, enfin, quand j'ai débuté il y a 18 ans, je me suis bien aperçu que le fardeau foncier devenait intolérable pour l'exploitant agricole. Oui, Bernard Lambert vous approuve, là. Oui. Voilà. Et je me suis dit, il faut choisir, soit éventuellement être exploitant, acheter les terres, mais je vivrai peut-être pas misérablement, mais je vais peiner. Et une fois que j'aurai fini de rembourser mon foncier, physiquement, je voudrais certainement plus grand-chose. Et j'aurais passé une bonne partie de ma vie donc à rembourser et non pas à profiter de la vie. Si bien que j'ai pu éventuellement libérer les capitaux pour mon bien-être. C'est ça. Voilà. Enfin, je m'excuse, je signale que je suis seul sur mon exploitation. Je me fais un petit peu aider au moment de la moisson et bientôt par mon fils qui va un petit peu m'aider. Oui. Alors, une question tout de suite. Comment avez-vous eu l'idée de devenir agriculteur étant né au Buttes-Chaumont? C'est la lecture d'un livre? Ma grand-mère me promenait au Buttes-Chaumont, j'allais voir Guignol. Pardon? Oui, c'est Boisel, les Buttes-Chaumont. Oui, c'est ça, évidemment. Ça ne donne pas une vocation. Oui, absolument, oui. Il y avait des petites tentations bucoliques, mais ça n'allait pas plus loin. Mais simplement, c'est que mes parents avaient une maison de campagne au nord-ouest de Paris, je peux le dire, c'est Germeville, l'ancienne Sénéoise. Et c'est là que très tôt, vers 1948, puisqu'on allait souvent en vacances, là, j'allais voir les agriculteurs, et notamment j'étais formé par les Belges, par un monsieur, un ami, et c'est là que j'ai senti la vocation. J'ai d'abord une idée, vous savez, je suis
un indépendant, je suis très indépendant. Et c'est là d'abord que j'ai senti l'appel, disons, de la terre. C'est peut-être, disons, un rappel, parce que quelle est la personne? Je suis peut-être d'une vieille souche parisienne du côté de mon père, un petit peu moins du côté de ma mère, puisqu'il y a un peu de sang savoyard, vous voyez. Mais il faut avouer qu'on est tous d'origine terrienne. Il y a peut-être 50, 100, 300, 500 ans. Et ça, il ne faudra jamais l'oublier. Merci, nous reviendrons tout à l'heure sur les solutions que vous nous proposez. Je continue nos invités. Monsieur Roux, vous arrivez des régions de la montagne, vous pas loin. Oui, je suis savoyard d'origine, donc d'une région un peu particulière parce que c'est à la frontière suisse et maintenant c'est une région de tourisme, une région, si vous voulez, de petite exploitation de montagne. J'ai fait un assez long séjour à l'étranger dans la recherche agronomique tropicale. Et donc puis dans le tiers-monde alors? Dans le tiers-monde. Oui. Et je suis rentré en France, voilà, 5 ou 6 ans. J'ai cherché du travail, j'en ai trouvé dans un lycée agricole privé. Donc maintenant, je suis principalement enseignant et je fais quelques cultures annexes, disons, parce que j'ai toujours envie d'en faire et j'ai toujours envie de me monter. Ouais. Et vous faites je rêve toujours d'en... Vous faites quoi? Quelques petits fruits, fraises, framboises, un peu d'élevage d'apiculture. Très bien. Voilà. Bien, et je continue notre tour d'horizon aujourd'hui. Jean-Louis Panouillot, vous êtes, vous, une exception aussi sur ce plateau. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je suis fils unique de paysan et j'ai choisi une autre vie. Puisque maintenant, je travaille ici au studio des Buttes-Chaumont où a lieu l'émission de ce soir. Oui, très bien. Je suis originaire du Jura, une petite localité qui s'appelle Champ-Rougier dans le canton de Poligny. Oui, et votre famille, vous avez encore de la famille là-bas? Oui, bien sûr, oui. Mes parents sont agriculteurs là-bas et ils sont en retraite depuis le 1er janvier. En fait, ils n'ont encore rien touché, mais disons, ils ont abandonné l'exploitation à partir du 1er janvier dernier. Et donc, si vous êtes là, c'est parce que vous avez choisi d'être là ou parce que vous avez été au chômage là-bas, qu'il n'y avait pas de place pour vous? Ah non, non, pas du tout, non. Mais disons que mes parents ne m'ont jamais encouragé à prendre leur succession sur l'exploitation, enfin pour des raisons peut-être qu'on expliquera tout à l'heure. Et à partir du moment où je suis entré au lycée voisin, c'est-à-dire au lycée de Poligny, une localité à côté, c'était certain que je ne resterais pas agriculteur avec eux. Ouais. Et vous ne regrettez rien? Ah non, non, je ne regrette pas du tout. Bon, vous nous l'expliquerez aussi. Christian Gaude, vous êtes aussi agriculteur de montagne. Oui, je suis agriculteur de montagne. Je viens du Dauphiné, plus spécialement de l'Isère, de la commune de La Tronche, banlieue de Grenoble. Alors ça paraît assez amusant lorsqu'on dit qu'on est agriculteur à La Tronche, parce que c'est une commune qui est pratiquement totalement urbanisée. Seulement, je suis accroché aux pentes de la première pente de la Chartreuse, à 650 mètres d'altitude. Je travaille, j'essaye de récolter matin et soir le lait que 14 laitières font de race abondance. Puisque je suis montagnard, j'aime bien dire que j'exploite une race de montagne. Ce lait, je le vends un peu à la coopérative et un peu je commence à le transformer. Les gros problèmes chez nous, c'est l'urbanisation, c'est le tourisme. C'est de la terre agricole qui vaut 1 franc le mètre carré et à côté de la terre urbanisée qui vaut 200 francs le mètre carré. C'est aussi mon problème, c'est que mes parents m'ont envoyé à l'école jusqu'à 20 ans, souhaitant ne pas devenir agriculteur. C'était le dernier des métiers à faire. Et puis avec les bourses que j'ai touchées, j'ai acheté des veaux. Si bien qu'un jour, les veaux étaient gros, il a fallu arrêter l'école pour les soigner. Voilà un peu ma vocation. Bon. Et maintenant, les bourses. et je crois que vous aurez à nous témoigner de tentatives justement pour aider, entraider les paysans, d'entraide. Et chez nous, la montagne, c'est dans le système agricole préconisé aujourd'hui. Effectivement, c'est un gros fardeau, c'est-à-dire que les exploitations ne rentrent pas dans les normes économiques. Et bien souvent, lorsqu'on voyage dans la montagne, on trouve de nombreux agriculteurs qui ne sont pas, disons, rentables, où on se demande encore comment ils font pour vivre. Et ces gens-là, avec une association de Peuple et Culture, à vocation culturelle de Grenoble, on a créé un CEP rural et on a essayé de les visiter, de les rassembler et puis de voir chez eux qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'ils étaient agriculteurs, comment ils arrivaient à travailler. Et c'est un peu pour ça que je suis là ce soir, c'est-à-dire nous, on a des alternatives agricoles, des solutions qui permettront d'installer des jeunes, qui ne sont pas ces solutions qu'on nous entend dire tous les jours dans les chambres d'agriculture, dans les plans de développement, au Crédit Agricole.
Alors, on va pas parler de ça ce soir. Et j'ai retroussé les manches parce que j'ai tellement de choses à dire. Très bien. Bon, mais vous ne prendrez pas la fourche. Non. Bon, et John Berger, vous êtes le citadin ce soir. Vous êtes écrivain. Je vous présente tout de suite votre livre dont nous reparlerons tout à l'heure avec Gérard Mordillat. Au Mercure de France, John Berger, La Cocadrille, le sous-titre, qui pourrait être le titre de notre émission ce soir, une classe de survivants. Alors, c'est la question que je vous poserai à tous ce soir. Êtes-vous des survivants d'une classe en voie de disparition? La Cocadrille, c'est un livre, une série de récits, John Berger. Je ne vous ai pas laissé dire un mot, dites tout ça vous-même. Oui. D'abord, vous êtes anglais, il faudrait le dire. Oh non, c'est difficile pour moi de décrire ce livre, mais c'est un livre de témoignages des vies des paysans montagnards dans le Haute-Savoie, où j'ai vécu maintenant presque 8 ans avec eux. Classe de survivants, oui, mais je crois que ça c'est un terme historique, parce qu'en effet, la question de survie était toujours une question extrêmement importante chez les paysans. Maintenant, c'est possible que cette classe disparaisse. Ça, c'est une possibilité. Et surtout, si on prend une vue globale, pas seulement en France. Mais toujours, il y avait beaucoup qui sont disparus à cause des conditions vraiment intenables, invivables. Donc, si j'ai appelé cette classe une classe de survivants, c'est en face d'une connaissance des difficultés énormes pendant les siècles que ces gens ont affrontées. Oui, mais malgré ces difficultés, la population de la paysannerie augmentait au cours des siècles passés. Et elle est en France, ça, oui. Oui. Oui, alors que là, les difficultés sont toujours aussi grandes, mais ont changé et maintenant elles diminuent, cette population. Et je crois qu'il faudrait que nous... Dramatiquement. Un tiers de la population après la guerre était rurale, une grande partie paysan, et maintenant c'est moins de 10%. Et selon tous les plans, ça sert à 5%, 4% en 10 ou 15 ans. 300 000 paysans dans 10 ans. Oui. Alors les chiffres, je vous le rappelle encore, d'autres chiffres. En 1968, il y avait encore 3 125 000 paysans en France. Il en reste 1 500 000, c'est-à-dire la moitié moins aujourd'hui en 1981 ou 82. Il y avait 40 Français sur 100 en 1939 dans l'agriculture, ce qui n'est pas loin de la moitié des Français. Il en reste 8 sur 100 aujourd'hui. Et on nous annonce, et c'est un peu ça le thème de l'émission, on nous annonce seulement 4 paysans sur 100 Français en l'an 2000. Monsieur Boisgontier. Oui, moi, ce qui me paraît important de dire au départ de l'émission, c'est que il est disparu, si on prend l'exemple de la production laitière, il est disparu un producteur de lait sur 2 depuis 20 ans. Et ça, c'était pas inscrit dans l'histoire des choses. C'était pas écrit que ça devait se passer comme ça. C'est pas par hasard, c'est parce que des gens l'ont décidé. Et bon, il y a des gens qui ont exercé des responsabilités politiques ou syndicales il y a 20 ans. Et aujourd'hui, on peut en mesurer les conséquences. Moi, je voudrais, pour être concret, parce que je crois qu'il faut qu'on soit concret ce soir, il y a eu la loi d'orientation de 1962, on a eu l'indemnité viagère de départ. C'est une indemnité qui visait à libérer des terres pour installer des jeunes. Il faut savoir que cette indemnité, elle était plus importante si la ferme était démantelée que si elle permettait l'installation d'un jeune. Je crois que tout le monde est d'accord avec ça. Bon, ça, c'est un élément qui était subjectif, qui voulait bien la disparition de paysans. Pour se rapprocher un peu dans l'histoire, moi, je prendrais la taxe de co-responsabilité, une taxe qui a été proposée par Bruxelles pour résorber des excédents. On n'a rien trouvé de mieux à faire que de la faire payer par tous les producteurs, alors que les fauteurs d'excédents, ce ne sont pas les petits producteurs, ce ne sont pas les gens qui mettent 5, 10 ou 15 bidons de lait à la route, ce sont les gens qui ont un tank à lait où il faut presque une échelle pour regarder dedans. Donc ça a été une mesure éliminatoire pour les agriculteurs les moins bien placés. J'en vois une autre qui me paraît encore plus grave, ce sont les primes de quantité. Il faut savoir que si les citadins ne le savent pas, c'est qu'un producteur de lait, plus il vend son lait, plus son litre de lait lui est payé cher. Et quand on sait qu'un producteur de lait, déjà un gros producteur paie son soja moins cher, paie ses engrais moins cher parce qu'il le prend par quantité, et qu'en plus il vend son lait plus cher, je dis que là il y a une politique de scandale qui n'est pas, qui est, je ne sais pas si elle est volontaire, mais qui est laissée faire et qui fatalement élimine les agriculteurs les moins bien placés. Bon, donc il y a une situation aujourd'hui, il y a un producteur de lait sur 2 qui a disparu depuis 20 ans. Si on essaie de faire une prospective, voir à la limite qu'est-ce qui peut se passer dans les années à venir, nous sommes extrêmement pessimistes, nous agriculteurs du bocage, parce que
Au niveau des plans de développement qu'on propose aux agriculteurs, c'est des plans de développement de 50, 60 laitières. Il faut savoir que la production laitière française sera assurée par 100 000 producteurs de lait s'il ne reste que des gens comme ça, alors que nous sommes encore 550 000 aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'il y a encore 4 personnes sur 5 qui vont sortir la barre fixe si ça continue. Alors moi je dis qu'il y a quelque chose qui est très grave, il y a des responsables, et je crois que ce soir il faut qu'on en parle. Vous voulez répondre à Bernard Lambert et M. Cottebrune? Bernard Lambert, si vous me permettez. Oui, je pense que les chiffres qui viennent d'être donnés sont extrêmement inquiétants et je voudrais dire aux Français que si pour faire les 300 millions d'hectolitres de lait, il n'y a plus que 100 000 paysans au lieu de 550 000 hommes-femmes, ça fait 800 000 postes de travail en moins. Et je pose la question, peut-on résoudre dans ce pays le problème du chômage si, comme dans le tonneau des Danaïdes, au fur et à mesure on comble dans un endroit, tout ressort par l'autre côté. C'est le premier point. Et le deuxième point, je voudrais dire les choses très clairement, il n'est pas possible de maintenir un nombre d'agriculteurs suffisant dans les régions notamment où il n'est pas possible aussi d'installer des paysans avec 50, 60 vaches laitières à 6 000, 7 000 litres de lait, si on continue à faire subir à ces gens-là les lois du marché. Si ces gens-là qui ont des coûts de production plus élevés n'ont pas, dans le prix qui leur est donné, un prix supérieur, c'est-à-dire payant réellement leurs charges et leur travail, et l'occupation du territoire qui est faite, il n'y aura plus d'agriculteurs dans plus de la moitié de la France. C'est le dilemme devant lequel on est placé. Nous, on est un certain nombre à dire aujourd'hui, il faut des prix différenciés par région, et puis il faut aussi que les gens soient payés pour une quantité de production donnée à un prix qu'ils connaissent bien, qui permettent de couvrir leurs charges et leur travail, mais qu'au-delà, il y ait même des reprises. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Allons plus loin. Les 6 000 litres de lait avec 50 vaches sont déjà battus en brèche en Hollande, où on a des étapes de 100 vaches à 10 000 litres de lait, qui ne consomment presque plus de produits du sol hollandais, du sol européen, qui importent des tourteaux de soja, et pour les porcs, c'est des tourteaux de manioc. Savez-vous, dans ce domaine, jusqu'où on va? À l'heure actuelle, les importations de produits pour les vaches et les cochons et les poulets dans la communauté européenne représentent 10 millions d'hectares pris dans les pays du tiers-monde, qui accroissent la faim dans le tiers-monde, parce que c'est toujours au détriment des cultures vivrières. Et en France, on est rendu à 2 800 000 hectares de terres agricoles incultes, en face desquelles il faudra prendre des mesures pour les remettre en culture, en garantissant à ceux qui iront sur ces terres un revenu de leur travail. L'Europe est mal partie, l'Europe des marchands est en train de ruiner à la fois ses paysans, le tiers-monde, et en ruinant les paysans, elle aggrave les problèmes du chômage qui concernent tous les Français. Merci Bernard Lambert. Monsieur Cottebrune, d'abord, avait demandé la parole. Oui, je crois qu'il faudrait revenir sur l'essentiel de l'émission, qui est la fin des paysans. Est-ce qu'il y aura encore des paysans dans quelques années? J'ai constaté dans les présentations tout à l'heure, Gilbert Péché, il a dit « moi, je suis un paysan ». Ça aurait été il y a 5 ans ou 10 ans, il n'aurait pas dit « je suis paysan », il aurait certainement dit « je suis agriculteur ». Nous avons réussi, et c'est là que je crois que l'histoire retrouvera l'essentiel de cette période que nous venons de vivre, c'est qu'on a réussi à réhabiliter le paysan. Le paysan, ce n'est plus le terme péjoratif maintenant, et maintenant le paysan, on peut dire qu'on l'emploie beaucoup plus qu'on l'employait ces dernières années, donc je pense que là, les paysans ont marqué des points. Mais ce n'était pas pour l'émission, mais sur ma voiture, j'ai cet autocollant. La France a besoin de ses paysans. Oui, montrez-le encore, donc, on l'a pas vu. vous voyez, il y aurait eu quelques années, je n'aurais pas mis cet autocollant sur ma voiture. Oui. Donc, c'est maintenant un acte positif de dire nous sommes paysans, mais le paysan, ce n'est pas seulement l'agriculteur, c'est plus que ça, et je pense qu'on va y revenir. C'est une culture, c'est tout un environnement. Et maintenant, le terme plutôt péjoratif, c'est plutôt parisien. Tiens, voilà un parisien et autres. Alors qu'avant, on disait tiens, voilà un paysan. Parce que le parisien n'a plus cette culture, le parisien n'a plus ce que nous avons. Et nous avons réussi à faire face à toute cette évolution, et je pense que globalement, il faut revenir sur les problèmes techniques, mais je crois qu'il faut poser ce problème. L'autre problème qui m'inquiète, c'est quand Pierre Borel, tout à l'heure, s'interrogeait de savoir s'il devait garder son garçon sur l'exploitation. Il se dit, je ne sais pas,
si je dois l'encourager à rester sur l'exploitation. Moi, je lui dis oui, il faut l'encourager à rester sur l'exploitation. Car s'il a un problème sur son exploitation, le problème qui est posé, c'est de maintenir actuellement tous les jeunes qui sont en attente de devenir exploitants. Car on en a besoin tout de suite, mais surtout on en aura besoin demain. Car le problème qui est posé, il y a un problème démographique. Je l'ai dit tout à l'heure, la moyenne d'âge dans le département de la Manche, 55 ans. Et nous avons encore 5-7 ans à vivre, car nous sommes tout de suite dans les années creuses, c'est-à-dire les années de la guerre de 14. Mais nous allons arriver dans les années de naissance après la guerre de 14, c'est-à-dire les années 1920. Qui, ces jeunes agriculteurs de 1920, sont devenus agriculteurs après l'autre guerre, après la dernière guerre, c'est-à-dire en 1945, quand il avait 25 ans. Donc on avait besoin, et on l'a dit partout qu'on avait besoin d'agriculteurs. Pourquoi il y a tant d'agriculteurs dans le département de la Manche? C'est parce qu'à ce moment-là, on les encourageait, il fallait, parce que tout le monde réclamait du beurre, tout le monde réclamait à manger, alors que maintenant on dit le beurre, on n'en a plus besoin, on ne devrait même pas en consommer. Et on a dit à cette table, c'est aberrant de consommer du sucre, on pourrait vivre sans sucre. C'est aberrant de manger du beurre parce que ça donne du cholestérol. Mais je dis, attention, parce qu'on est peut-être à la veille d'une crise. Il faut voir le nombre d'exploitations d'élevage qui disparaissent. Il faut voir le nombre de vaches actuellement en France qui diminue tous les jours. Et si on regarde sur un plan mondial, il y a 3% d'augmentation de la production agricole mondiale. Mais il y a une diminution par consommateur de 2%. Et c'est ça qui est important. Quand on voit les cours mondiaux actuellement qui sont en train de se relever, il y a quelques années, on disait les montagnes de beurre, les montagnes de poudre de lait. C'est terminé, on n'en cause plus. Il y a 2 ou 3 ans, on disait l'Europe va sauter parce qu'on ne pourra plus financer la politique agricole. Le 1% de TVA sera obligé de sauter et aucun pays n'acceptera de payer plus de 1% de TVA. On n'en cause plus, car le 1% de TVA paye l'économie agricole de l'Europe. Qu'est-ce que c'est ce 1% de TVA? Parce que alors là, pour moi qui n'y connais rien... Non, le 1% de TVA, c'est la part de chaque pays pour financer la politique agricole commune. Oui. Alors effectivement, quand on augmentait les mesures de soutien de marché, on est arrivé à un moment de rupture où le 1% devait sauter, car il ne suffisait pas à soutenir le marché du lait, c'est-à-dire les stocks de poudre de lait et les stocks de beurre. Et j'en arrive à la taxe de co-responsabilité. Il y a 3 ans ou 4 ans, peut-être 5 ans maintenant, la Commission proposait 2% d'augmentation de prix agricole. C'était incompatible déjà avec un revenu qui se dégradait pour les agriculteurs. Alors... Oui, je me méfie, vous partons beaucoup sur l'économique, là, avec les oui, mais c'est pour ça que je suis revenu sur un problème global. Oui, mais une question a été posée, j'y réponds, si vous voulez, sur la taxe de co-responsabilité. Le problème qui a été posé, c'est de dire ces excédents, ce sont des excédents conjoncturels présents immédiatement sur l'Europe, alors que globalement, dans le monde, il y a des besoins qu'on faut voir tous les pays du tiers-monde qui ont faim et autres. Et la position courageuse, ça a été de dire il faut gérer le marché, il faut pouvoir envoyer nos excédents à l'extérieur. Et nos excédents étaient trop chers par rapport aux cours mondiaux. Et on ne pouvait pas les envoyer parce que la différence, la communauté ne pouvait plus payer et n'avait plus les fonds nécessaires. Et cette taxe de co-responsabilité, je l'ai pratiquée dans un secteur précis, c'est le secteur des légumes, où avant de mettre une organisation en place, on a dit aux agriculteurs, il faut participer à la gestion du marché. Toute la différence a été que cette gestion de notre taxe de co-responsabilité légumes, on la gère dans notre région. Et on la gère très bien et les agriculteurs en sont satisfaits. Le problème de la taxe de co-responsabilité, elle est à Bruxelles et aucun pays ne sait se mettre d'accord et aucun État ne sait se mettre d'accord pour gérer ses fonds. Merci, M. Cotte-Brune. Il y a eu plein de réactions autour de moi. Je voudrais d'abord savoir ce que Mme Péchet a chuchoté. La taxe de co-responsabilité, les petits paysans ne sont sûrement pas d'accord. Ah bon. Alors, oui, allez-y. Les petits paysans, ce n'est pas eux qui donnent beaucoup de lait et ils paient les excédents. C'est quand même pas normal. Oui, vous allez nous expliquer ça encore un petit peu plus. C'est tout un débat. Oui, Guiraud va parler aussi. Monsieur Bonnuy aussi, un mot, brièvement. Je dois ajouter à ce monsieur, breton bien sympathique, et c'est vraiment pour défendre un peu cette province qu'est la Bretagne, c'est qu'on a mis en parallèle les éleveurs de porc bretons et les éleveurs de porc hollandais. C'est-à-dire que maintenant, on va importer du porc hollandais au lieu de manger notre porc français. Et pourquoi? On va dire, les Bretons ne sont pas capables de produire un porc à moindre coût par rapport aux Hollandais. Mais pas du tout. Les Hollandais, eux, nourrissent leur porc notamment avec du manioc et des protéines qui viennent de l'extérieur du marché commun. Oui, mais d'accord. Mais c'est payé en dollars. Et le florin est une monnaie forte. Oui. Donc le dollar est moins cher pour le Hollandais que pour nous. Tandis que le Breton, lui, il achète les produits français qui sont plus chers. C'est tout. Donc le marché commun, en réalité, il n'est pas vraiment impliqué là-dessus. D'accord. Je reprendrai la parole tout à l'heure. Oui, Bernard Lambert a répondu. Répond ensuite M. Péchet et M. Guiraud aussi. Oui, je voudrais simplement dire que, premièrement, il ne faut pas, dans ce débat, raconter d'histoire. L'Europe qui prendrait en charge la nourriture du tiers-monde
affamés, c'est une légende. L'Europe, d'abord, ne fait pas ça. Quand des haricots verts en provenance du Sénégal, auprès d'un endroit, le Sahel, où il y a la famine, arrivent à Paris à 9 francs, 10 francs le kilo, non seulement hors saison, mais maintenant pratiquement toute saison, c'est avec de la main-d'œuvre qui, à la base, est payée 50 centimes de l'heure, voire à coup de fusil d'ailleurs, et avec des régimes qui leur serrent la vis. Et quand on exporte, comme on le fait parfois, des excédents, c'est détruire aussi les paysans du tiers-monde, parce qu'ils ne peuvent plus vendre leurs propres produits. On habitue les gens à des consommations de blé, par exemple, au détriment des consommations qui avaient lieu dans le pays lui-même. Ne disons pas que charitablement, on va aller secourir le tiers-monde avec nos excédents. Disons simplement qu'il faut organiser la production et le paiement des producteurs et l'installation des jeunes en employant d'autres méthodes que le marché. Quand un jeune s'installe, il doit pouvoir s'installer même s'il n'a pas d'argent. Il doit pouvoir louer la terre plutôt que de l'acheter. Ça doit devenir un droit. Et c'est pour ça qu'il faut des offices fonciers, par exemple. Il doit pouvoir bénéficier de prix garantis. Dire à un jeune de s'installer aujourd'hui, si demain il n'a pas de revenus d'assurer, si la spéculation lui brise les reins 2-3 ans après, c'est un leurre. Et comment pourrait-il être compétitif dans l'état actuel des choses face à des gros producteurs qui ont tous les prêts bonifiés, ou presque pour eux, tous les services techniques payés par la collectivité pour eux, les primes de quantité, etc., etc. Il faut revoir toute cette politique, il n'y aura plus de paysans. Mandilla pose une question, ensuite Guiraud. Je vais poser une question naïve. Alors, d'où viennent-ils ceux qui, justement, s'installent sur ces immenses exploitations que vous décrivez, qui doivent arriver en France? Qui sont-ils? Ce sont des fils de paysans, ce sont des techniciens, ce sont qui dirigera ces 300 000 exploitations qu'on nous promet pour... Ça se fait d'une manière très simple. Quand un jeune s'installe, par exemple, qu'il n'a pas de terre, il va voir la banque. S'il arrive à trouver une terre à la SAFER, par exemple, il lui faut investir 50, 60 millions de centimes. Il lui faut investir dans une maison, il lui faut investir dans des bâtiments. Et on lui dit, il faut que tu fasses 50, 60 vaches, 500 heures de travail par mois, les travaux forcés à perpétuité, sinon tu ne t'en tireras pas. Et les autres agriculteurs, hors modèle, disparaissent. Alors, si ceux-là ne peuvent pas, alors ce seront les... Qui s'installera sur cette terre? On peut se le demander. Monsieur Péchet, vous avez demandé la parole aussi. Je voudrais venir sur un sujet plus terre-à-terre, si on peut parler comme ça. Quand M. Cotbrun a dit que maintenant ce n'est plus une honte d'être paysan, ça je suis bien d'accord, et j'en suis très fier. J'aime mon métier, je l'ai appris, c'est vraiment très intéressant. On a gardé sur une exploitation l'esprit d'initiative, la créativité, mais il ne faut pas avoir honte non plus de dire le salaire qu'on peut se permettre d'avoir pour une considération comme ça, qui ne nous permet justement pas de vivre. Pour moi, personnellement, mon salaire, il est de 2000 francs par mois. J'ai fait un petit calcul, 3200 heures, autour de 8 francs de l'heure pour un travail, et je considère ma qualification aussi bonne et mes compétences aussi bonnes que celles d'un ouvrier professionnel. Et sans congé. Alors justement, très peu. Quand on entend les paysans se plaindre, vous savez ce que les citadins disent, parce qu'on dit ils sont privilégiés, ils ont une maison généralement beaucoup plus agréable qu'un HLM de citadins, ils n'ont pas le bruit des voisins, ils n'ont pas les voitures, ils ont l'air pur, ils sont à la campagne toute l'année, et donc ils n'ont même pas besoin de vacances, ils mangent la meilleure viande que nous parce qu'ils ont le veau sous la vache qui se réserve pour eux, et des tas de choses comme ça. Alors est-ce que vous pensez que c'est vrai? Même pas, Madame Péchet? Justement non. Les seuls avantages que nous avons, nous consommons le lait que nous produisons, mais c'est exactement le même que celui qui est vendu au laitier, à la laiterie. On le paie quand même. La viande... Petite statistique. John Berger, oui. Le revenu de 2 tiers des paysans français est au-dessous du SMIC. Voilà. Ça, faut le savoir. Ma situation, j'ai donné ma situation, mais je ne pense pas qu'elle est inférieure ni supérieure à celle des autres. C'est vrai qu'ils sont un petit peu supérieurs, les conditions ne sont pas les mêmes, mais j'en connais beaucoup chez moi, de mes voisins, qui ont une situation bien plus mauvaise que la mienne. Vous n'êtes pas propriétaire Non. des terres que vous exploitez? Non. Bien sûr. Mais est-ce que si on vous proposait d'aller trouver un travail à la ville, vous iriez? Non, je suppose.
Disons que d'abord, j'en ai pas la possibilité, je n'y ai jamais pensé. Ma formation ne me permet pas. Il n'existe pas de travail chez moi, autour de chez moi. On a un taux de chômage dans notre région très élevé. Et je n'ai jamais pensé à cette question-là. Je ne peux pas vous répondre. Moi, je voudrais juste poser une question, parce que vous avez dit que votre salaire était de 2000 francs, mais quel est le salaire de votre femme? Moi, je touche le 10e de mon mari. Alors, Quoi, 200 francs par mois. 200 francs par mois. Exactement. Pour faire un Mais travail alors de on dit, comptabilité. je continue ce qu'on dit à la comptabilité. ville. On dit oui, mais les paysans, ils ne payent jamais d'impôts. Qu'est-ce que vous répondez à ça? On paie des taxes. Non, c'est vrai, je ne paie pas d'impôts, mais j'estime que je donne une bonne partie de mon salaire à la collectivité. Par contre. Savez-vous qu'il y a des taxes Oui. parafiscales qui représentent grosso modo 5% du chiffre d'affaires? Bon, celui qui fait déjà 50 millions, c'est un franc de chiffre d'affaires, il paye déjà 2 millions de taxes. Mais c'est même un impôt. C'est M. Bonnuy qui parle, oui. C'est même un impôt qui est des gens que l'on voit, enfin cet argent, on ne le voit même pas passer devant nos yeux, parce que c'est un impôt qui est pris à la source, directement chez l'organisme stockeur, que ce soit le négociant ou la coopérative. En plus de ça, je dois aussi signaler que vous parliez tout à l'heure en disant, oui, les agriculteurs, vous, les paysans plutôt, puisque c'est plus péjoratif, vous vivez au bonheur, etc., vous avez la meilleure viande, tout ça, etc. Il y a des statistiques encore qui sont sorties, toujours des statistiques, il y a eu 1000 retours à la terre. Savez-vous combien qui en sont restés? On ne parle même pas en pourcent, on parle en pour 1000. 5 pour 1000. Alors donc, ce n'est certainement pas le Pérou. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Bien sûr. Mais enfin, vous y êtes resté, vous nous direz Oui, pourquoi tout à d'accord. l'heure. Un petit mot, M. Codbrune, parce que M. Sur les Roux impôts, s'impatiente. oui. On sur les a impôts. présenté le budget de la France de 1982 et on a présenté les secteurs où il y avait de la fraude fiscale. On a annoncé pour les agriculteurs 148% de fraude fiscale. Ça m'a fait dresser les cheveux sur la tête, car en plus des pollueurs, de tout ça, c'est encore des fraudeurs, les agriculteurs. Mais le problème des impôts, c'est qu'on paye des impôts de toute nature. On paye des impôts fonciers qui sont très lourds dans les communes rurales. Mais l'impôt sur le revenu, il est de deux natures. C'est l'impôt forfaitaire qui est discuté avec l'administration à tous les départements. S'il n'y a pas accord, c'est au niveau national qu'on discute. Et ensuite, c'est l'impôt sur le bénéfice réel, comme tous les Français. Donc, il n'y a pas là de divergence. Mais en ce qui concerne le bénéfice forfaitaire, l'administration prétend que c'est ces chiffres qui sont les bons. Et dans la négociation, on essaie de trouver le compromis entre ces deux chiffres. C'est pour ça qu'on annonce en finale qu'il y a 148% de fraude fiscale en agriculture. C'est un vrai scandale. Bon, M. Boisgontier, et après, je vous demanderai quelque chose. J'aurais plusieurs choses à dire. On a parlé tout de suite des modèles de développement. Moi, je dis qu'aujourd'hui, on est dans une impasse parce qu'en fait, on a des tailles d'ateliers qui ne sont plus accessibles à des jeunes et ne sont plus accessibles pour les aînés, accessibles pour les jeunes, parce que le crédit ne marche pas. Donc ça, c'est un point qu'il faudra réfléchir dans l'avenir, parce qu'on arrive dans une impasse. Puisque Roger Péché a parlé de salaire, je crois qu'il faut qu'on en parle nous aussi. Nous ne nous considérons pas comme des agriculteurs en difficulté. Enfin, nous sommes un peu en dessus de la moyenne, nous avons 27 hectares dans le bocage. Parce que nous avons bénéficié d'un certain nombre de conditions, que j'en citerai 4. Nous avons pu trouver une ferme en location, c'est-à-dire que nous n'avons pas eu de terre achetée. Donc ça, c'est pas le lot de tout le monde. Il y a des jeunes, quand ils arrivent sur une exploitation, il faut acheter le corps de bâtiment, il faut acheter un hectare, et ça, c'est de l'argent immobilisé qui empêche un revenu. Nous avons pu aussi, grâce à des voisins, acheter tout notre matériel en copropriété ECUMA. Et ça, c'est quelque chose de formidable aussi, qui fait que quelqu'un dégage un revenu ou ne dégage pas un revenu, parce que l'investissement matériel, c'est quelque chose de très lourd. Il y a le fait aussi qu'on ait trouvé une ferme, une exploitation relativement bien groupée, de bonne qualité. Et ça, c'est pas le lot de tous les agriculteurs, parce qu'il y a des monts-vesters, il y a des terres morcelées qui imposent des frais de matériel, etc. Et des terres de montagne. Et un quatrième point qui me paraît important, c'est que dans le bocage, nous avons trouvé une maison d'habitation qui était habitable. Et ça, c'est pas le lot de tous les agriculteurs qui s'installent. C'est qu'il faut quelquefois faire 10 millions d'investissements dans la maison. Et ça aussi, ça ampute un revenu pour de longues années. Bon, merci. Je voudrais quand même vous poser... Guy Roux, et après je poserai ma question. Pardon, Guy Roux, oui. Oui, tous les propos qui sont tenus jusqu'à maintenant, c'est un petit peu les propos officiels des différents organismes et c'est un peu la défense de la profession. Mais je crois que la survie des agriculteurs, il faut la lier à quelque chose de plus global, à l'amont et à l'aval. C'est-à-dire à l'amont, les relations alimentaires que Bernard Lambert évoquait maintenant, et je crois qu'il l'a bien montré, il y a une idéologie qui a cours en ce moment, mais qui est absolument fausse, qu'il faut produire plus pour alimenter les pauvres nègres qui crèvent de faim. C'est faux. Bon, je ne vais pas insister davantage, mais aussi, il y a quelque chose de provocateur. Dans le dernier rapport de politique alimentaire des industries agroalimentaires, ils le disent froidement, on peut se passer des agriculteurs. On souhaite qu'il en reste 250 000 en France pour nous alimenter, mais ça n'est pas nécessaire. Le livre de Revel sur la stratégie alimentaire des États-Unis, les États-Unis sont capables,
absolument de nourrir le monde entier. Seulement, il faudra qu'on attende. C'est une question de dépendance alimentaire, d'orientation et de choix politiques qu'il faut qu'ils soient clairement posés à la société française. Est-ce qu'on doit attendre que les Américains nous envoient un bateau pour qu'on puisse avoir à manger? Voilà pour l'aspect alimentaire. Et l'autre aspect à l'aval, si vous voulez, c'est l'installation des jeunes. Le modèle de développement qui a été développé depuis les lois et confirmé par les lois d'orientation, actuellement, ne se reproduit plus. Et on voit très bien que même parmi les agriculteurs, très souvent actuellement, ils veulent à tout prix réserver, si vous voulez, la profession d'agriculteur à leurs propres enfants, en faisant vraiment la chasse à tous ceux qui seraient pluriactifs, à tous ceux qui seraient néo-ruraux. Or, dans les départements de montagne, il y en a 47 en France, il ne faut quand même pas l'oublier, ça peut être une solution pour que les gens travaillent en pluriactivité. Et moi qui suis dans l'enseignement, dans l'enseignement agricole, je me pose énormément de problèmes, puisque maintenant, il y a à peine la moitié des jeunes qui ont une formation supérieure ou d'un niveau, disons, du baccalauréat en enseignement agricole, et qui sont sans terre, et qui cherchent et qui sont des gens sérieux. Mais il y aurait des possibilités pour ces jeunes-là. Mais si vous voulez, on leur dit, vous n'avez pas le capital, vous n'êtes pas fils d'agriculteurs, etc. Et de ce fait-là, il y a, je crois, 3,5 millions d'hectares de gelées en France actuellement. Donc il faut, alors bien entendu, le gouvernement actuel favorise ou dit vouloir favoriser la pluriactivité, l'installation des néo-ruraux. Mais il faudrait peut-être, on attend le changement à ce point de vue-là, il faudrait peut-être favoriser aussi, je veux dire, une taxation fiscale au niveau des fraudes, etc. Quelque chose qui ne soit pas, si vous voulez, une surcharge de ce point de vue-là. Parce que les bénéfices agricoles ou supposés tels qui sont tout à fait marginaux s'ajoutent aux revenus extérieurs et de ce fait-là, on change de tranche, etc. Or là, les organisations syndicales, les organisations professionnelles, je crois, n'aident pas, ne vont pas dans ce sens-là. Et je crois que le système ne se renouvellera pas et ne survivra pas de ce point de vue-là. Merci. Oui, monsieur Christian Gaude. Oui, moi, il y a une chose à laquelle je refuse, c'est d'opposer ce monde de citadin au monde de rural. J'estime que les gens qui sont en ville sont des gens qui sont là pour travailler, ceux qui sont à la campagne sont là pour travailler. Alors, jeune agriculteur que je suis, j'ai fait le choix suivant. C'est qu'aujourd'hui, dans la situation économique que l'on vit, nous avons soit on tire notre revenu de notre capital, soit on tire notre revenu de notre travail. Aujourd'hui, un jeune doit obligatoirement tirer son revenu de son travail. Et c'est à partir de là qu'on peut partir sur des bases solides pour savoir quelles options, quelle direction, quelle politique on va mettre en place pour qu'on retourne faire des paysans, remettre des paysans dans ces campagnes. On a parlé des problèmes des structures. Il faut quand même savoir que tant qu'on essayera d'éloigner ce monde citadin et ce monde de ruraux, on n'arrivera jamais à faire quelque chose de solide. Pourquoi? Parce que à demander aux agriculteurs d'être propriétaires de leurs terres, ça consiste à quoi? Ça consiste soit à demander aux jeunes d'investir pour être propriétaire de cette terre, et alors là, à ce moment-là, il va travailler toute sa vie pour vivre pauvre, et puis pour mourir riche, parce qu'à sa succession, ses enfants risquent de se battre pour avoir le gâteau, soit il devient comme ça propriétaire, ou alors il faut faire le choix suivant, on est là pourquoi? Moi j'estime qu'aujourd'hui, on a avant tout une vocation collective. Nous sommes de moins en moins nombreux, c'est-à-dire on est en dessous des 10% d'agriculteurs, pour nourrir des consommateurs de plus en plus nombreux. Alors, au niveau je reviens sur mon idée de propriétaire de terrain. Dans la mesure où on va rémunérer notre travail, il est obligatoire que le consommateur, lorsqu'il va acheter nos produits, à chaque génération, il va acheter dans notre produit une part de cette propriété de terre. Et à chaque génération, il va le faire. Alors moi, je dis, lorsque j'ai entendu parler des offices fonciers, je suis tout à fait d'accord. Parce qu'une bonne fois pour toutes, soulageons les paysans de ce poids du foncier. Que la collectivité, quelle que soit la forme que l'on prenne, elle soulage ce poids de la collectivité, plutôt qu'à chaque fois qu'on va acheter un litre de viande, un litre de lait, 1 kilo de viande, on achète un petit peu du foncier par l'intermédiaire des systèmes du marché de la terre, eh bien, que l'on fasse un système pour que les agriculteurs n'aient plus le poids du foncier. Mais dites-moi, je crois, pour répondre à ça, qu'il y a une émission sur les radios libres, sur un poste périphérique, où Mme Cresson a répondu qu'une loi allait être votée au printemps, je crois. Au fond, tout ce que vous demandez là, ce n'est pas ce que j'entends dire qui va être fait. Or, tout le monde manifeste. Non, un cas très concret, Ça se fait attendre. Concret, mon exploitation Code est brune, à vendre.
Oui. Donc je me suis trouvé devant le problème. 45 hectares achetés dans la Manche, inutile de vous dire le problème que ça me posait. Bon, si je n'avais pas eu la SAFER pour acheter l'exploitation, pour m'aider à l'acheter, et samedi prochain, je crée un GFA. Qu'est-ce que c'est, ça, un GFA? C'est un groupement foncier agricole avec des apporteurs de capitaux hors agriculture. Et j'ai la satisfaction de constater qu'il y a un certain nombre d'apporteurs de capitaux qui sont des citadins. Et c'est tout à fait dans le sens qui a été dit tout de suite. Il ne faut pas opposer les uns aux autres. Et le placement foncier reste encore une valeur sûre. Et je pense que dans ce sens-là, on a fait du bon travail. Et soulager le problème foncier des agriculteurs, c'est quelque chose d'essentiel et de vital. Oui, mais on ne trouvera pas suffisamment de capitaux dans le cadre de GFA, d'un apport volontaire. Moi, je dis par exemple, il y a des spéculations sur les terrains à bâtir. Il y a là, en reprenant les bénéfices des spéculateurs sur les terrains à bâtir, la terre à Paris intramuros vaut plusieurs milliards de centimes l'hectare. En reprenant leur argent et en soulageant les paysans du poids du foncier, on a le moyen de faire que l'installation des jeunes, y compris de ceux qui n'ont pas d'argent, de ceux dont vous parliez tout à l'heure, se fasse. Sinon, on ne pourra pas. Et j'ajoute un petit point, un tout petit point qui me paraît quand même capital. Il faudra aussi prendre des mesures pour que les terres incultes, les propriétaires ne les gèlent pas, pour que les propriétaires soient contraints de louer. Les ventes d'herbes, c'est un scandale. Les gens spéculent sur les terrains en zone de montagne. Il faudra des mesures permettant de faire que le droit de propriété s'incline devant le droit au travail. Merci Bernard Lambert. Monsieur Bonnehuit, un mot. Simplement que monsieur il a peut-être des bonnes idées, très difficiles à appliquer sur le terrain. Actuellement, on est à Paris, promenez-vous, qu'est-ce qui se passe? Appartements à vendre. Et pourquoi? Parce que le nouveau gouvernement vient de sortir une loi favorisant les locataires. Les capitaux s'en vont, on vend. Alors, je serais bien étonné que dans l'agriculture, avec les bureaux fonciers, on arrive à appâter les gens, à amener les apporteurs de capitaux à investir là-dedans. C'est ça, vous voyez, c'est ça, ça va être très difficile. Je crois qu'il y a des bonnes idées, et pour les appliquer sur le terrain, ça sera bien, bien difficile. Bon. Je voudrais poser encore deux, trois questions de citadins qui a des partis pris. On dit beaucoup, les citadins, quand on parle des paysans, on a beaucoup dit jusqu'à aujourd'hui, au fond, les paysans, tout ce qui leur arrive, c'est un peu de leur faute, parce que finalement, ils ont toujours voté pour des notables qui ne le représentaient pas du tout parce que c'était des gens très riches, qui se moquaient royalement d'eux, et que pendant longtemps, ils votaient même non seulement pour des notables, mais pour des nobles. Il y a encore beaucoup de députés avec des particules qui sont élus par des paysans. Et est-ce que ce n'est pas la faute des paysans? Pourquoi est-ce que les paysans ont voté pour des gens qui ne les représentent pas? C'est une question, Monsieur Boisgontier. Oui, moi, je veux bien parler à la limite, comment ça se passe dans le département de l'Orne. Nous avons un certain nombre d'organisations professionnelles, par exemple, parce que je ne vais pas me lancer sur le domaine politique, que ce soit commission de cumul, SAFER, crédit, mutualité, coopération. J'exagère si je dis que c'est 20 personnes qui détiennent le monopole de toutes ces décisions-là. Et je dis que j'exagère en disant qu'il y en a une vingtaine de personnes. Et en fait, ils ont le monopole des décisions, du savoir, du pouvoir. Et c'est très difficile d'influencer un mode de décision. C'est peut-être vrai que les petits paysans aussi ont leur responsabilité, parce que quand il y a un mode d'élection, par exemple au niveau d'un canton, on élit souvent celui qui en a le plus, parce qu'on se dit il va être le plus motivé pour défendre la chose. Et qu'est-ce qui se retrouve dans une assemblée départementale? C'est des gens qui n'ont plus rien à voir avec les gens qui sont à la base. Et c'est pour ça qu'il y a des primes de quantité, c'est pour ça qu'il y a la co-responsabilité, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses. Oui, monsieur Gaud et monsieur Codebrune, monsieur. Pourquoi on élit des notables? D'une part, parce que le petit paysan sur son exploitation, il n'a pas toujours le temps de partir en réunion et faire le travail. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, il y a un phénomène de condition. Il y a un conditionnement. C'est pas pour rien qu'on a dit à nos parents ou à nos oncles, à nos tantes, vous avez la possibilité d'aller à l'école, allez à l'école, vous ferez une situation, vous irez à la ville. Et toi, qui es juste bon à traire les vaches, tu restes ici à l'agriculture. Donc au niveau de la culture et de la matière grise, il y a eu un flux de la campagne vers la ville. En plus de ça, ce conditionnement qui a fait croire aux paysans qu'ils étaient toujours les derniers des ânes, fait qu'ils ne sont jamais pris en confiance, eux. Et aujourd'hui, s'il y a un renouveau, c'est surtout parce que certains nombres de jeunes commencent à se dire on est des paysans, mais on n'est pas plus bêtes que les autres, et ils prennent leur sort par leurs deux mains, ils se retroussent les manches, et ils disent c'est pas la peine que je confie mon travail à faire ou ma responsabilité, je délègue mes responsabilités, autant que je la prenne moi, à bras le corps, et puis que je fasse ce que je veuille. Après, c'est tout. Merci. Monsieur Roux et monsieur Codebrune. En matière de matière grise, si on peut dire, je crois qu'effectivement il y a ça, mais j'ai encore entendu récemment, il y a moins d'un an, des responsables d'organisations agricoles
dire que l'agriculture manquait pas de tête, elle manquait de bras. Et si vous voulez avoir, si vous voulez, une réaction un petit peu de suspicion vis-à-vis de la formation en particulier. Et d'autre part, en matière de notables, alors pour répondre plus précisément à votre question, je crois qu'il y a des féodalités qui se reconstituent à la campagne, à travers, par exemple, les organismes financiers. Parce que très souvent, un administratif, qui normalement est l'employé des administrateurs, se trouve aussi être le conseiller général, le maire de la région. C'est très difficile de parler comme un patron, on parle à son employé, et quand c'est l'employé, le maire. Et vous voyez, c'est des imbrications, c'est très ambigu. Il me semble que ce n'est pas toujours très net. Et effectivement, c'est souvent les mieux placés pour traiter les dossiers qui sont très techniques. Madame Borel, tout d'un coup, demande la parole. Madame Borel, oui. Moi, je trouve qu'en général, on écoute toujours beaucoup mieux les intellectuels que les gens simples de toute façon. Oui, ça c'est vrai. Dans la vie courante, les choses passent beaucoup mieux des gens. Pouvoir du verbe. Oui. Et vous pensez que les notables sont des intellectuels? Enfin, des gens qui passent bien. Des gens cultivés, si vous Voilà. voulez. Enfin, qui ont été à l'école et qui ont fait des études supérieures. Ouais. Ah bon. Ça me Ils savent bien parler. C'est pas forcément des gens cultivés. Oui. Mais l'agriculture bien parler, on sait dire quelque chose, quoi. Enfin, Oui. Mais ne pensez de mettre les mots les uns derrière les autres. Ne pensez-vous pas que l'agriculture a besoin de gens qui ont été à l'école et de gens cultivés? Parce que s'il y avait beaucoup de gens cultivés en agriculture, ça se passerait peut-être pas comme ça se passe actuellement. Oui. Surtout que la culture paysanne n'est pas reconnue comme telle. C'est une question on de les a culture trop paysanne. spécialisés techniquement, la formation. Et de ce fait-là, c'est tellement orienté, tellement pointu qu'ils ne voient pas leur environnement. Oui. Oui, Monsieur sur ce- Cotte-Brune, encore point, sur ce point. Je pense qu'il y a quand même des évolutions, puisque les paysans, ce soir, ont la parole. Oui, Mais c'est pas si souvent. en ce qui oui. concerne les notables, moi je dirais que de ce côté-là, il n'y a pas de changement beaucoup. Parce que Madame Édith Cresson, qui est originaire du département de la Manche, est d'une origine châtelaine. Elle n'a pas une particule, mais ses parents et grands-parents étaient des châtelains de la Manche. Oui, Chirac et puis Edgar Faure étaient également d'une autre origine. D'accord, oui, mais c'est pour dire Bon. que de ce côté-là. Mais alors, une autre question que je voudrais vous poser, je prends mes informations dans un hebdomadaire satirique. Par exemple, vous êtes tous, je crois, presque tous ici, membres de la fédération FNSEA des syndicats d'exploitation agricole. Depuis 6 ans. Ah, vous, monsieur Bonnuit, vous n'y êtes pas. Ah, madame Péchet non plus. Je vais peut-être y revenir, mais pourquoi? Je vais vous dire simplement. On est obligé. On a reproché notamment avec M. François Guillaume, il semble que ça change, et ça, je le félicite de son courage et d'arriver à mener maintenant à bon port la FNSEA. Mais auparavant, son prédécesseur, M. de Baptiste, j'ai été certainement un des premiers dans ma région à le dire et à le dénoncer. On fait soit du syndicalisme, soit de la politique, mais on ne fait pas les deux. Oui. Voilà. Et ça fait beaucoup de mal au premier syndicat de France. Êtes-vous sûr que c'est changé ça? Oui, alors je ne suis pas sûr du tout. Monsieur Non, Lambert, non, oui. non, je peux préciser, il est bien évident, je peux préciser que la FNSEA représente quand même une certaine masse conservatrice, et si l'on peut dire de droite, des gens qui votent soit au centre, soit à droite. C'est vrai, à peu près 60 à 70% à peu près. On peut dire à peu près ça. Alors il est bien évident qu'actuellement, la FNSEA, c'est plus facile pour elle, étant, disons, un peu d'obédience de droite, d'attaquer un gouvernement de gauche. C'est certain, mais ils ont su au moins saisir au moins la balle au bon. Mais non, mais absolument. Oui. Mais simplement que maintenant, on sent qu'il y a un nouveau dynamisme, et ça redémarre. Mais on le sent même dans les campagnes à la base. Mais vu les différences qu'il y a entre les agriculteurs et leur avenir, comment un syndicat unitaire peut représenter l'ensemble des Voilà, tous les agriculteurs ne sont pas les mêmes. Il y a des objectifs qui sont contradictoires. C'est curieux qu'il y ait- Il ne faut pas faire un débat peut-être sur... Non, je crois qu'il faudra faire une émission spéciale là-dessus, parce qu'il y c'est a ça. beaucoup de choses à dire. hein. Mais je voudrais quand même vous poser une question, là, parce que je lis donc les journaux, et je vois que vous êtes tous des agriculteurs qui avaient des problèmes et qui avaient beaucoup moins de 50 hectares, puisque vous m'avez dit que ça tourne autour de 20 hectares, c'est-à-dire que le président de la FNSEA, quand même, je lis dans ce journal satirique, a 115 hectares et qu'il a un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs nouveaux. Donc, ça me semble ne pas être quelqu'un de très représentatif de la base. Écoutez, moi j'ai plus d'hectares et je fais plus de 500 000. Et bon sang, j'ai démarré tout nu, c'est ce que je vous ai dit. Bah alors, Monsieur Gaud, ça oui. prouve qu'au moins en France, quand on veut travailler, on peut quand même y arriver. Mais Oui. ça n'empêche pas qu'on a des problèmes. Et simplement, il y a des gars qui ont des 20 hectares, 25 hectares, ils ont des problèmes, et moi j'en ai 160, et j'ai des gros problèmes, et je le dis carrément. Oui. C'est pour ça, c'est ça. Mais ça date pas d'hier, de 10 mai, ça date de 8 ans. Ça veut dire c'est là même que d'avant. le plus grand nombre qui n'y arrive pas, ce serait de leur faute et ils seraient des imbéciles. Non, je pense pas. Pourquoi Mais non, ils vont dire. Non, mais je crois que là-dessus, on peut Bon. débattre longtemps et on Bien n'a pas sûr. le temps d'en débattre. Je crois qu'il y a Non. d'autres problèmes. D'accord. Moi, je veux bien revenir débattre sur ce problème. hein. D'accord. Monsieur Gaud, encore un mot. L'explication, elle est simple. C'est que dans un syndicat ouvrier, quelle que soit la cotisation, un adhérent, c'est un adhérent. Dans le syndicalisme agricole, fédération nationale, 1 plus 1 plus 1, ça fait 5.
uniquement parce que la représentativité au niveau national, elle est fonction de la cotisation économique. Et c'est différent. Ça veut dire... Ça veut dire participer à les élections dans notre département, on n'a pas fait du tout jouer la cotisation économique pour définir. Non, non, là, je regrette. C'est juste une personne, une voix. Alors si on veut un débat là-dessus, on ne peut pas laisser passer de telles choses. Et puis il faudrait qu'on soit au moins des gens responsables. Et je vais vous dire pourquoi. Attendez, parlez pas tous ensemble. Je m'excuse, je vais être obligé d'exploser. C'est que maintenant, non mais simplement, je vais me calmer, mais enfin simplement. Monsieur Bonnuit, calmement. Savoir si nous sommes vraiment des gens responsables. Je dis, les subventions, terminées. Il ne faut plus parler de subventions chez les agriculteurs. Elles sont inopérantes. 1500, 2000, 3000 francs, vous allez 3 girofolies bergères, c'est terminé. Ça ne reprend Les agriculteurs n'y vont pas souvent. Oui, mais justement, ils peuvent y aller. Ça représente quelques litres de gasoil. Il faut être sérieux. Faire ce rapprochement-là. Non, mais il faut. C'est pas là que c'est utilisé. Non, exactement. Il faut être sérieux là-dessus. Il ne faut plus qu'on parle de subventions qui sont inadéquates, ça ne représente plus rien. Alors qu'est-ce que vous proposez? Simplement, je suis d'ailleurs d'accord, il faut faire des aides, ça se retrouve dans le FEOGA, ça se retrouve dans le format Fonds d'orientation et régulation de marché agricole, FEOGA c'est au niveau européen, etc. Disons que si on veut employer de l'argent, qu'on l'emploie au moins à bon escient, et non saupoudré. Et ça ne représente plus rien. Et qu'est-ce que c'est ce que disait tout à l'heure, il ne faut pas opposer citadins et ruraux, citadins et paysans. Pourquoi? Mais là, ça les oppose. Parce que les citadins vont dire, ils sont assistés, c'est des subventions, c'est zéro les subventions. C'est vrai. Bon, alors, c'est ça qu'il faut voir clair. Mais vous, par contre, vous parlez de choses très concrètes. Dans votre lettre, vous nous parlez, par exemple, qu'il faudrait agir, par exemple, au niveau des ventes des semences. Vous expliquez que, par exemple, on fait la culbute 6 fois sur le prix des semences. Voilà. C'est dommage, vous aviez... Très brièvement, dites-moi ça. Très brièvement. J'ai fait, il y a bientôt 4 ans, un contrat de multiplication de poids de semences. Bien. Mes poids ont été achetés, mais alors en produit fini, prêt à semer. Des petits pois. Des petits pois, oui, parce que ce sont des agriculteurs, notamment bretons, qui les rachètent pour faire des pois en verre. 125 francs le quintal. Revendu aux Bretons, 650 francs, la culbute 5 fois. J'ai écrit à la maison plusieurs fois, jamais répondu. On ne sait pas. L'argent parti dans la nature, on ne sait jamais rien, comprenez. C'est là qu'il faut balayer devant sa porte. Je veux aussi même rappeler quelque chose. En un an, les semences d'orge de printemps ont augmenté de près de 38%. Mais c'est un cartel de prix. Comprenez, c'est un cartel de prix. Il y a on pourrait citer notamment beaucoup de cas comme ça. C'est pour ça, il ne faut pas uniquement pleurer à Bruxelles en disant il faut 16, mais pourquoi pas 20? Pourquoi pas 30%? Ce qu'il faut, c'est diminuer les dépenses de fonctionnement. Et là, on y arrivera. Bon. Oui, mais dans ce domaine, que ce soit clair... Bernard Lambert, un mot, et Gaud ensuite. Simplement, ce qui vient d'être dit prouve tout simplement que l'agriculture dépend du capitalisme qui l'entoure, que ce soit la banque ou l'agroalimentaire, et que de plus en plus, on est liés, on travaille pour leur compte. Je voudrais toutefois dire que, d'une part, les intérêts des agriculteurs ne sont pas tous les mêmes, que la FNSA a défendu une certaine catégorie d'agriculteurs en défendant des prix identiques pour tous, et les plus importants, bien sûr, ont apporté le gros morceau, ce qui est absolument anormal et ce qui fait disparaître les petits agriculteurs. Chacun le sait, et on peut le démontrer avec des chiffres. Et j'ajoute sur le plan culturel qu'on a abordé tout à l'heure, un point qui me paraît, pour ma part, tout à fait essentiel. Le paysan, pourquoi se sent-il dépendant de notables? Parce qu'on l'a habitué toujours à être un assisté. Je prends un exemple simple, que tout le monde comprendra. Quand un paysan se présente au Crédit Agricole parce qu'il a besoin d'argent, il s'y présente sans connaître ses droits, sans avoir de droits. Il s'y présente en attitude couchée. Et il n'a même pas la possibilité de réagir si on lui refuse. Il reçoit une lettre de l'ordinateur, nous avons le regret, veuillez agréer. Il n'a pas possibilité de faire appel, il s'incline, il va supplier les gens. C'est une attitude qui encourage la notabilisation. On la connaît dans nos régions. Peut-être que dans la grande agriculture, on ne la connaît pas. Ça a quand même évolué. Monsieur Borel, oui, avant Monsieur Gaud, oui. C'est pour revenir, c'est ce que disait monsieur là, avec les petits pois. Et ça, on a essayé, nous, enfin, le monde agricole a essayé, par l'intermédiaire des coopératives, de normaliser les produits en amont et en aval même. Et il faut avouer que c'est quand un pouvoir qui nous échappe aussi, c'est parce qu'on est déçus de nos coopératives dans l'ensemble.
Et ça peut très bien être une coopérative qui a multiplié le prix des petits pois par 5. Ça ne m'étonnerait pas. Elle s'inscrit dans le capitalisme comme le reste. Et pourtant, au départ, ces coopératives étaient dirigées par des paysans. Et oui, ça ne change pas. On sent que ça nous a échappé. C'est pour ça qu'actuellement, certains se posent des questions de recréer des coopératives, enfin des groupements de base. Quoi. La petite fleur bleue Yoplait s'installe à Séoul. C'est un outil qui est en place, et s'il faut en faire un autre, on va perdre du temps encore. Mais dites-moi, on dit aussi que, par exemple, le Crédit Agricole, dont on pense que c'est ces paysans qui la gèrent, qui est toujours la première banque du monde, j'ai appris, ou la seconde en tout cas, la première, ça dépend des statistiques que j'ai lues. Malgré cela, il semblerait que les paysans se plaignent que les petits paysans n'obtiennent pas de prêts et ne soient pas aidés. C'est ce que j'ai lu dans les lettres que j'ai là. Nous avons reçu beaucoup de lettres. Monsieur Péchet, c'est évident que les petits agriculteurs ne profitent pas du Crédit Agricole comme ils pourraient en profiter, puisque leur situation financière étant faible, ils ne peuvent pas prendre le risque d'emprunter parce qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir rembourser l'échéance qui viendra. Donc c'est un risque énorme à prendre et trop énorme pour des petits paysans. Et puis il y a peut-être... Oui, Madame Péchet. Je dirais que c'est refusé aussi, c'est parce qu'il n'y a pas de capitaux derrière. Oui, c'est ça. Parce qu'on n'est pas trop sûr, mieux pas. On peut citer les exemples dans les deux cas. Je suis administrateur de caisse régionale de Crédit Agricole, je sais quand même ce qui se passe. On peut toujours trouver des cas de gens qui n'ont pas eu leur prêt. Mais je pourrais vous présenter dans le département de la Manche la quantité d'agriculteurs, de petits agriculteurs qui ont emprunté au Crédit Agricole et qui ont pu avoir des prêts. Là, on peut toujours trouver des cas. Ce n'est pas ce qu'il y a dans le courrier que nous avons. Mais oui, mais vous trouvez toujours des cas. Mais le gars qui a été servi ne va pas vous envoyer de courrier. Non, ça c'est ce que je disais pour mon émission. C'est de savoir est-ce que vous êtes, vous, particulièrement endetté, par exemple, vis-à-vis des banques? Nous sommes, pour nous, moyennement endettés, disons. Nous avons fait des investissements et puis nous sommes installés avec pratiquement rien. Donc c'était la seule solution pour s'installer. Mais je pense en particulier aux agriculteurs qui sont plus âgés que moi, qui ont des difficultés suite aux années que nous avons eues, avec les mauvaises conditions climatiques. Il y a eu des pré-calamités intéressants, bonifiés, et ceux-là n'ont pas pu en profiter, faute d'avoir l'assurance de pouvoir rembourser ces prêts. Et ils sont souvent poursuivis, traduits dans les tribunaux par leur propre banque. On a remarqué que ceux qui ont profité de ces prêts, c'était les plus gros paysans. C'est ça. Pendant la Manche. Ça nous a été dit. On nous a beaucoup écrit au sujet de l'endettement de la paysannerie qui serait excessif et qui serait plus élevé que même leur production. Mais il y aura de plus en plus de choses qui échapperont, même au niveau des semences dont on vous parlait tout à l'heure, avec les hybrides qu'on va faire. Beaucoup de firmes multinationales se lancent dans la formation d'hybrides, la fabrication d'hybrides qui auront une haute productivité, mais ça rejoint un aspect un peu culturel et ça permet peut-être de faire la transition, c'est que les paysans ne possèdent plus leur propre technologie, c'est-à-dire qu'il faudra qu'ils l'achètent constamment et ils n'auront même plus l'indépendance d'avoir leurs semences, il faudra qu'ils les achètent et chaque année, c'est déjà le cas pour le maïs, mais on va faire les blés hybrides, on va faire beaucoup d'autres choses. Dans la volaille, 7 firmes à l'échelle mondiale font toutes les volailles hybrides. Ça, c'est culturel. Et dictent les prix en même temps. Et dictent tous les prix, bien sûr. C'est comme les techniciens, l'encadrement, finalement. Quels sont le type de pays? Vous dites que les petits agriculteurs ne profitent pas du crédit agricole. Bon, passons. Mais est-ce qu'eux profitent des techniciens qui sont... Non, en fait, on voit que ce sont ceux qui sont aux normes, ceux qui ont déjà une haute productivité, qui ont besoin du technicien. Et là où le technicien est utile, alors que quand c'est trop petit, effectivement, les technologies apprises à l'école ou ailleurs sont difficilement applicables. Donc ça s'explique bien. C'est pas de mauvaise volonté. Je reviens là où on m'a coupé, parce que je n'ai pas voulu élever la voix pour reprendre la parole, mais que l'on m'explique pourquoi un département comme l'Isère, qui représente à peu près en syndiqué FNSEA 10 000 adhérents, et une si petite représentativité au niveau national. Bon, ça c'est une chose, je ne voudrais pas y remettre dessus parce que cette année, je n'ai pas encore repris ma carte à la fédération. Et je suis en train de me poser beaucoup de questions parce que je ne la reprendrai que lorsque se dessinera au niveau de la direction nationale les courants d'idées qui sont à la base. Aujourd'hui, le système majoritaire est plus ou moins économique. Moi, je me rappelle encore lorsque j'étais administrateur, lorsque j'étais au collectif du CDGA de l'Isère, qu'il y a eu une certaine fédération, je ne me rappelle plus laquelle, mais qui a été reprise en main par la fédération nationale parce qu'il y avait à l'intérieur de cette fédération trop de contestataires. Voilà. Bon, alors je me pose quand même le problème, c'est-à-dire qu'il y en a qui veulent défendre les paysans, mais ils veulent défendre que certains paysans, pas tous. Ça me fait sourire tout ça, parce que si la FNSEA employait ces méthodes-là, elle n'existerait pas comme elle existe. Mais quand elle a viré la Fédération de Loire-Atlantique, elle a bien employé ces méthodes-là.
Bois-Gontier. Pour terminer sur ce domaine-là, Oui. je voudrais dire qu'au niveau de l'Orne, nous aussi, on a connu une expérience douloureuse il y a une douzaine d'années. Nous avions un CDJA qui s'est mis à réfléchir et à proposer une autre alternative au développement. Et on a supprimé tout le financement, on a supprimé tout le crédit et le CDJA a été obligé de licencier ses animateurs, fermer son bureau parce qu'il n'a plus d'argent et puis le CDJA, il est mort. Mais je crois que c'est une forme de dictature aussi de priver les gens d'argent pour ne plus qu'ils s'expriment. Et ça me paraît assez grave. Un dernier mot sur ce sujet, Gaude. Oui, je voudrais aussi rappeler la récupération du CNJA qui a été faite sur le département de la Savoie. On sait très bien le temps de disponibilité que ça nécessite pour militer au niveau du syndicalisme agricole, faire passer des idées. Eh bien, une période donnée, il y a un animateur sur la Savoie qui a été payé par le CNJA et par le ministère de l'Agriculture, lorsque c'était M. Chirac qui était ministre, pour faire de la propagande. Et lorsque l'Assemblée générale ça s'est passé, on a trouvé des fils de commerçants bestiaux venir élire une direction bien dans la ligne politique du CNJA et reprendre en main un CNJA un centre départemental qui représentait beaucoup plus, à mon avis, les gens, les jeunes paysans dans les campagnes et dans la montagne de la Savoie. On est venu causer de la fin des paysans. On voudrait avoir la fin de la FNSEA, mais je crois que ce n'est pas la peine de s'évertuer là-dessus, parce que ce n'est pas demain matin qu'on fera la fin de la FNSEA. Alors, revenons sur la fin des paysans. Revenons à la fin des paysans. D'accord. Et justement, et c'est avec le temps à passer, je voulais passer quelques documents filmés, je m'aperçois que nous n'aurons même pas le temps. Je voudrais que nous terminions sur un plan un peu culturel, si vous voulez, et qu'on aborde justement la disparition aussi d'une certaine culture paysanne en quelques minutes pour terminer cette émission. Car tout de même, la paysannerie, c'est aussi, c'était des langues, des patois, c'était des costumes, c'était des musiques, c'était un langage, ça a été une littérature. Et avec cette fin des paysans que, au fond, l'industrie agroalimentaire mondiale encourage en France, c'est aussi toute une culture qui disparaît. Non, je ne pense pas, car M. Gervais a écrit un livre il y a quelques années, La fin des paysans. Je l'ai entendu à une conférence à Caen dire qu'il s'était trompé, car effectivement, la politique agricole que la FNSEA, entre autres, a préconisée, a maintenu ces paysans, sinon il aurait disparu. Mais effectivement, tout de suite, les paysans peuvent apporter quelque chose au pays. Cette culture que beaucoup recherchent, les racines et autres, les paysans les détiennent. Et je crois que c'est là qu'on peut faire la symbiose entre le monde citadin et le monde paysan. Personnellement, pour pratiquer le camping à la ferme, je peux vous dire que les relations qu'il y a entre citadins et paysans sont excellentes. Et là, on peut apporter énormément au pays. Oui. On n'a pas parlé de certaines possibilités aussi de coopération, et je crois que M. Gaude avait beaucoup de choses à nous dire là-dessus. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas le temps de le dire. Vous avez essayé d'associer un peu les paysans, parce que c'est un des reproches aussi que les citadins nous faisons. On les trouve trop individualistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la ligne que l'on se fixe pour rémunérer son travail, bien souvent, il faut sortir des circuits commerciaux existants pour arriver à tirer le substantiel moelle de notre travail. Si bien qu'aujourd'hui, dans cette optique de réunir ce monde rural et ce monde citadin, on essaye de mettre en place sur la région grenobloise une coopérative qui associe les producteurs et les consommateurs, de façon à expliquer nos problèmes aux consommateurs et ensuite de voir si les consommateurs ne peuvent pas investir de façon à ce que, par exemple, un agriculteur qui désire vendre du lait en bouteille, il y a des normes sanitaires, il y a du matériel à acquérir pour son exploitation, ce ne soit pas les consommateurs qui essayent d'investir sur ces exploitations. Dans le même ordre d'idée, au niveau culturel, je ne voudrais pas quitter la soirée sans parler quand même de cette prise en compte des paysans eux-mêmes, à savoir en matière de construction mécanique et en matière d'autoconstruction en bâtiment. On sait qu'aujourd'hui, un groupe d'agriculteurs et de paysans, surtout de montagne, sont en train de construire un matériel, un tracteur à chenilles, qui aura pour but, d'une part, de passer dans des pentes où le tracteur, la machine conventionnelle ne peut pas passer, mais surtout, ce qui est très très important pour nous, c'est que si dans un milieu rural donné, les paysans s'en vont, c'est pratiquement toute la vie qui s'en va. Alors, nous voulons associer aussi dans notre démarche les artisans. Ce soir, j'aurais dû aussi parler des problèmes vétérinaires et des associations de plus en plus nombreuses qui se mettent en place pour essayer de maîtriser ces soins vétérinaires de façon à ce qu'on n'ait pas l'impression, lorsqu'on appelle un vétérinaire soigner nos troupeaux, qu'il a intérêt, parce que le système de la médecine libérale, c'est comme ça. Moi, on ne peut pas m'empêcher de penser qu'un vétérinaire a intérêt à ne pas nous soigner complètement nos animaux, puisqu'il est payé à l'acte, il vaut mieux que les animaux soient un peu plus souvent malades, de façon à ce que c'est une façon comme une autre d'être rémunéré.
Alors ça, c'est le problème de la médecine vétérinaire, mais c'est aussi le problème de ce tracteur qui associe aussi les artisans. Mais une question encore, vous m'avez dit que vous avez essayé aussi de grouper les paysans, parce qu'un des gros problèmes, c'est que vous ne pouvez jamais prendre de vacances, puisqu'il faut traire les vaches tous les jours, par exemple. Et il m'a dit que vous avez essayé de vous entraider pour pouvoir vous libérer quelques jours pour prendre des vacances. Vous n'avez pas très bien encore réussi cette expérience. Non, nous estimons nous être trompés de chemin, mais on ne s'est pas trompé de direction. Alors, toutes les tentatives sont à mettre à l'essai, mais je pense que je fais partie des agriculteurs qui souhaitent travailler que 35 heures et avoir le week-end comme tout le monde et aussi des vacances. Écoutez, je suis désolé, vous êtes tous tellement passionnants et on ne nous a pas accordé la petite minute supplémentaire ce soir. Et Gérard Mordillat, nous allons citer, je suis désolé, on pourrait faire encore un débat, quelques livres avant de nous séparer. Je crois, monsieur, que dans votre région de la Manche... deux que j'ai lus dernièrement, mais je suis un peu chauvin en les citant. C'est deux qui ont trait au département de la Manche. Un de Gilles Perrault, Les gens d'ici, et un de Louis Costel, Bonnes gens, qui a été présenté à la télévision et je crois qui ont remporté un grand succès à la télévision dernièrement. C'est ça. Et ça relate une histoire de la Manche. Je vous signale aussi Le voyage au pays de l'utopie rustique de Henri Mandras, qui a paru aux éditions Actes Sud. Et Gérard Mordillat... Et puis Apothéose de Ferdinando Camone, un auteur italien extraordinaire sur le pays de Padoue. Qui a paru aux éditions Gallimard. Et puis Toi nous, qui est un grand best-seller maintenant d'Antoine Silver, qui raconte le passage de la campagne à la ville d'un petit paysan auvergnat. Et Toi nous, qui est dans une très belle collection, Terre humaine chez Plomb. Et encore un ouvrage aux éditions Aubiens, un livre d'histoire, Les paysans, les républiques villageoises du Xe au XIXe siècle, de Hervé Luxardo. Il faut signaler aussi, pendant que nous y sommes, de Claude Duneton, Le Parler croquant, en édition de Poche Stock Plus. Et je vous rappelle que, je m'excuse auprès de John Berger, nous aurions voulu parler plus longuement avec lui, de son livre de La Cocaderie, une classe de survivants au Mercure de France. John Berger, qui n'a pas assez parlé ce soir, mais nous avons donné la parole aux paysans, je crois qu'il ne m'en voudra pas. Et merci en tout cas à tous. Je trouve que vous avez été tous très passionnants sur une émission qui a été plus austère que notre série habituelle, mais je crois que le sujet en valait la peine. Merci à tous et à samedi prochain.